soldats sont arrivés chez nous dans l'après-midi. Ils ont torturé Mathias devant les enfants. Pendant ce temps, ils m'ont obligé à leur faire cuire un saumon. Ils me reprochaient d'avoir une fille encore enfant et de n'être plus assez fraîche pour leur servir de femme. J'entendais les cris de Mathias qu'ils avaient attachés et dont ils avaient cloué les mains sur le mur. Je percevais aussi la plainte étouffée des enfants. Ils m'avaient demandé des foulards pour les bâillonner afin de ne plus être indisposés par leurs hurlements. Je leur ai demandé pourquoi ils étaient venus chez nous. Ils m'ont dit que nous serions morts d'ici la tombée de la nuit, sans l'avoir su. Ils riaient. Ils m'ont dit de tourner autour de la table de la cuisine. L'un d'eux m'a tiré une balle dans le pied. Il ne voulait pas que je crie, et j'ai dû nettoyer le sang sur le carrelage. Les avions de ligne ne tombent pas souvent. On pourrait piloter pendant 10 siècles sans connaître de problème majeur, mais comme le deuxième moteur vient de prendre feu, je me dis que je vais finir ma carrière dans les eaux tièdes du Pacifique. Je tiens mollement le manche à balai. La moindre crispation risquerait de provoquer chez moi une crise d'angoisse ou de tétanie. Mon cerveau n'a jamais été solide. Je suis insomniaque depuis l'âge de 7 ans. Et je collectionne les dépressions nerveuses comme d'autres, les voitures anciennes ou les boîtes de vaches qui rient. La compagnie n'en a jamais rien su. Elle ignore aussi que j'ai souvent envie de grimper tout en haut du ciel jusqu'à l'implosion dans la stratosphère, tant je rêve de quitter définitivement la Terre pour aller me soulever la gueule avec les anges. Mais, avant le décollage, j'ai pris des neuroleptiques. Ce genre de fantasme ne me traverse pas l'esprit. De toute façon, l'avion perd de l'altitude. D'une voix rendue désinvolte, presque gaie par mon accent chantant qui sent la garrigue, j'avertis les passagers que la compagnie indemnisera leur famille. Le copilote est pâle. Le jeune navigateur pleure dans ses mains en coquille. La porte du cockpit est verrouillée, mais je vois sur l'écran de contrôle que de l'autre côté, steward et hôtesse se débattent avec les passagers. Il les supplie d'ouvrir les portes avant le crash afin de tenter leur chance en se jetant dans le vide dès que l'appareil fera du ras-got au-dessus de l'océan. Pour partir la conscience tranquille, je m'emploie à les rassurer de mon mieux. Le personnel demeure à votre disposition. Une collation va vous être servie. Mais personne ne m'écoute. Tout le monde est compressé autour des hublots et hurle en regardant la mer dont on distingue maintenant avec netteté l'écume des vagues. La sexualité est écœurante. Je ne vous parle même pas de l'amour. Ce sentiment malencontreux qui sommeille en chacun de nous et qui attend son heure pour exploser, mutiler, obliger ses victimes à faire désormais semblant de vivre et se déplacer d'un pas saccadé de prothèses. Je vous demande par conséquent de vous calfeutrer, d'éviter tout contact, de jeter sur les autres un regard glacé, craintif, terrorisé, à l'idée de les heurter comme un bateau des icebergs dans l'océan Arctique. Suis-je en train de vivre sous vos yeux? Vous me voyez très bien. J'ai une tête caractéristique, avec mes grands yeux noirs et mon menton qui semble montrer tout le monde du doigt.
Je suis entré dans votre maison par effraction. Je vous ai ligoté tous les deux, mais je ne vous volerai rien. J'aurais voulu que nous dînions ensemble. Ensuite, nous aurions continué à discuter dans votre grand salon. Vers minuit et demi, je vous aurais laissé. Vous auriez simplement tiré le verrou. Demain, vous auriez fait remplacer la serrure. Vous n'avez pas été raisonnable. Vous m'avez mordu. Vous avez même essayé de m'embrocher avec un sabre de collection. Je pratique la charité à outrance, car je suis actrice. Bien sûr, je ne peux pas me permettre de dilapider mes cachets. J'ai trop peur de finir dans la misère. Le sort des pauvres, dont je fais la promotion, ne me fait pas envie. Et je leur suis reconnaissante de me servir de repoussoir. C'est même grâce à eux que dernièrement m'est venue l'idée d'alléger considérablement mes impôts et de me réfugier à Genève, où le fisc est doux, où les banques sont affectueuses, généreuses comme des mamies. Je m'ennuie un peu l'après-midi au bord du lac, mais je peux porter tous mes bijoux sans risquer d'avoir les doigts coupés par un gitan. Je suis invitée plusieurs fois par semaine à des soirées où je rencontre le tout showbiz, le tout cinéma, sans compter certains industriels immigrés qui se révèlent parfois aussi drôles et fantaisistes que des personnages de la commedia dell'arte. J'ai décidé de faire pratiquer sur votre personne à des travaux d'embellissement. Votre nez sera bien sûr raccourci, vos dents grises changées en totalité, vos poches sous les yeux supprimées, votre menton raboté, vos seins ridiculement volumineux et pantelants, vidés d'une partie de leur substance et liftés. Le chirurgien en profitera aussi pour pratiquer une liposuction de votre abdomen, de votre fessier et de vos cuisses. Ces opérations se dérouleront le même jour. L'anesthésie générale durera environ 8 heures. Elle ne sera certes pas sans danger, mais votre avenir dans notre société en dépend. Ces travaux seront pratiqués à l'étranger, dans une clinique où toutes les prestations sont vendues à prix sacrifié. À votre arrivée, vous devrez toutefois verser l'équivalent de 6 mois de salaire. Voilà votre billet d'avion. Je vous l'offre. Les hommes valent leur pesant de pénis, pas davantage. N'espérez pas en tirer autre chose que des orgasmes. Laissez tomber ceux qui, au cours de leur croissance, ont gardé en guise de souvenir la ridicule verge de leur enfance. Les petits formats agacent le clitoris, mais sont bien incapables de remplir le vagin d'une honnête femme. Choisissez votre mari avec soin. N'hésitez pas à interrompre les ébats pour prendre les mesures avec votre centimètre de couturière. Évaluez la fermeté de l'érection en gardant une main libre pour pouvoir la comparer avec celle du bois du lit. Testez également sa résistance aux températures extrêmes en vous assurant qu'elle tient, malgré la brûlure d'une cigarette et le saupoudrage de neige carbonique au niveau des bosses. Demandez-lui de bander à la demande à chaque fois que vous frapperez dans vos mains, ou secourez une clochette que vous garderez toujours en sautoir afin de le maintenir sur le qui-vive. Usez de ce moyen lors des dîners entre amis, à la plage, dans la rue, et jusque sur les pistes quand vous partirez au ski. S'il porte des vêtements trop épais, enfoncez discrètement votre main dans sa poche, et si l'objet ne vous semble pas absolument rigide,
La rédaction vous conseille d'abandonner à l'instance du bigorneau et d'en prévenir tous vos amis afin qu'elles ne perdent pas de temps avec lui. La musique est à la lumière contre un Simon.